Bonjour tout le monde. Encore une fois, merci à mes amis de m'avoir associé à ce congrès. Et c'est vrai que ça ne fait pas la continuité après une thématique de congénitaux. Et donc, je vais changer de thématique. Je vous prie de m'en excuser. On va plutôt continuer sur ce qu'on a commencé hier. On a parlé de la double antiagrégation plaquettaire. Et aujourd'hui, on va focaliser à travers 3 cas cliniques qui illustrent mon propos, comment mieux gérer ou mieux sélectionner la double antiagrégation plaquettaire de nos jours. Alors, je commence par quelque chose qui est fondamental à considérer avant de parler de stratégie, quelle qu'elle soit, de cette double antiagrégation plaquettaire. C'est que grâce à la cardiologie interventionnelle moderne et ce qu'elle a pu réaliser, on a maintenant moins de crainte d'avoir des risques de thrombose de stent élevés comme on en a eu il y a quelques années, et bien sûr avec les événements ischémiques diminuent. Je ne citerai comme preuve qui appuie mes propos que les 2 dernières études, l'étude Syntax 2 et l'étude Complete. Vous savez que grâce au design de ces études, on a bien démontré de façon claire, par exemple en comparant Syntax 1 avec Syntax 2, qu'on a un taux d'événement qui est beaucoup plus faible. Et ceci grâce à quoi? Grâce au fait qu'on a utilisé dans Syntax 2 des stents de dernière génération, les techniques qu'il va falloir utiliser. On a utilisé beaucoup de FFR, on a optimisé les résultats de largage du stent avec l'IVUS, et aussi on a opté pour un traitement médical qui est optimal. Donc en associant tout ça, on arrive bien sûr à réduire les MACE, et là ça nous permet de penser à réduire aussi la durée de la double antiagrégation plaquettaire de façon safe. La même chose, on l'a confirmé dans l'étude Complete. Vous savez que l'étude Complete a permis de démontrer qu'il ne faut pas traiter que la lésion coupable, mais aussi traiter les autres lésions serrées. Et quand on fait ça, on voit bien que le taux de thrombose de stent est actuellement quelque chose qui est beaucoup moins que 1%. Donc on est dans les 0,5-0,7%. Ce qui fait que les fondements de la cardiologie interventionnelle actuellement et de la prise en charge d'un syndrome coronarien aigu vont d'abord avoir un bon résultat en salle de cathé, en ayant une bonne lumière, c'est-à-dire on a eu le stent qu'il faut avec la taille qu'il faut et sans laisser de malposition, et en traitant toutes les lésions serrées, mais même s'ils ne sont pas coupables, en ayant un bon résultat à la sortie de salle de cathé, on peut discuter dans ce cas-là le traitement anti-agrégant optimal, et bien sûr en fonction de la compliance du malade, et on introduira forcément la notion du risque de saignement. Alors voilà la question qu'on va se poser. Et cette question, elle nous permet de discuter actuellement, alors qu'on n'aurait pas pu le faire il y a quelques années. On peut aller vers une double antiagrégation plaquettaire d'1 mois, 3 mois, 6 mois. On discutera de ça. Et ceci, en se posant la question, est-ce que la réduction permettra quand même de continuer à réduire les événements ischémiques sans, bien sûr, sans qu'il y ait un prix hémorragique? Alors, le fondement de la double antiagrégation plaquettaire, maintenant, on le connaît, avec le clopidogrel et avec les nouveaux antiagrégants plaquettaires, comme le ticagrelor avec l'étude Plateau. Mais de plus en plus, on s'intéresse au risque hémorragique et on sait que les patients, après sortie d'une salle de cathé, vont saigner. Donc, on a beaucoup de registres pour ça. Je ne vous montre que celui-là. Vous montrer que un saignement pratiquement tout venant, on a un saignement de l'ordre de 6 voire 10%. Et ces saignements sont le plus souvent au niveau gastro-intestinal, donc vous risquez probablement de ne pas les voir. Et en faisant probablement une NFS, vous risquez de voir que le malade est en train de déglobuliser. Ce saignement, il a une importance capitale puisqu'il augmente la mortalité de façon très importante. Ça, c'est quelque chose qui a été validé sur plusieurs registres, à tel point qu'aujourd'hui, on ne peut prendre en charge un malade coronarien qui a eu une double antiagrégation plaquettaire sans tenir compte de son risque hémorragique. C'est devenu quelque chose qui est fondamental. Alors pour ceci, quelles sont les possibilités qu'on a? Bien, il faut identifier les patients à haut risque ischémique d'abord, qui auront besoin certainement d'une prolongation de la double antiagrégation plaquettaire, identifier ce qu'on appelle le HBR, le vrai patient à haut risque hémorragique, et puis choisir parmi les 3 stratégies. Alors les stratégies qu'on aura, tout simplement raccourcir. Le raccourcissement peut aller jusqu'à 1 mois. On peut faire ce qu'on appelle une de-escalation. Donc, on va tout simplement passer d'un antiagrégant type
ticagrelor qui est puissant vers un qui est moins puissant, qui est le clopidogrel. Et pour ça, on a une panoplie d'études qui démontrent que ça marche. Il y a une stratégie aussi qui s'appelle la de-escalation d'une bithérapie tout simplement vers une monothérapie. Donc ça revient à dire on arrête l'un des deux. On peut arrêter soit l'aspirine et continuer avec l'anti-agrégant plaquettaire clopidogrel ou ticagrelor qu'on a commencé. Il y a beaucoup d'études pour ça. Aussi, il y en a qui font plutôt, ils arrêtent l'anti-agrégant et laissent l'aspirine. Et c'est une stratégie qui est de moins en moins utilisée, même s'il y a des études qui le prouvent. Alors, mon propos, c'est de vous présenter rapidement ces différentes stratégies. Donc, je rappelle que cette plaque, je l'ai présentée hier, je rappelle qu'elle est importante à garder, au moins en mémoire, ou voir l'afficher quelque part, qui nous rappelle toujours, est-ce que notre patient, bien sûr, une bonne discussion avec le cathétériseur qui a pris en charge le malade est intéressante, mais aussi il faut avoir au moins des références, savoir que les patients qui, par exemple, ont déjà eu une thrombose de stent, les patients qui ont été stentés, mais sur la seule artère qu'ils ont, ben certainement, ils sont à très haut risque ischémique. Les multitronculaires, les insuffisants rénaux, ceux qui ont eu beaucoup de stents ou qui ont eu une stent avec une longueur importante, plus de 60 mm, ceux qui ont eu déjà un infarctus, etc., c'est des patients d'emblée à haut risque ischémique. Alors, il faut tout faire pour leur garder leur double antiagression plaquettaire le plus longtemps possible. Et si ce n'est pas le cas, on le verra, la de-escalation actuellement est de plus en faveur d'arrêter l'aspirine et de garder le P2Y12. Identifier le vrai risque hémorragique, on a eu beaucoup de scores pour le montrer. Il y a le score Paris développé aux États-Unis. Il y a le DAPT et le Precise DAPT qu'on a beaucoup promotionné dans les guidelines européennes. Alors, le score Paris est un score simple, hein, il y a beaucoup d'items, mais comme vous voyez, il y a des items qui se croisent. Par exemple, on peut avoir l'insuffisance rénale, elle est aussi bien dans le risque hémorragique que l'ischémique. Le tabagisme, on le retrouve aussi bien dans le risque hémorragique et l'ischémique, ce qui fait qu'on aurait aimé avoir un score beaucoup plus qui tranche mieux. Le score DAPT, comme j'ai dit, permet de discuter est-ce qu'on prolonge au-delà de 12 mois la double antiagression plaquettaire. Vous voyez qu'il y a des items pour ça. Le score DAPT permet, bien sûr, en fonction de est-ce que le malade est à un taux faible ou plus élevé, de dire est-ce qu'il est plutôt à risque ischémique ou hémorragique. Mais le score Precise DAPT, c'est le score qu'on utilise de plus en plus dès la sortie de la salle de cathé. Il est beaucoup plus élégant et plus intelligent et simple, puisqu'il comporte simplement 5 items qu'on a tous, hein. Donc, l'âge du patient, est-ce qu'il a déjà des antécédents de saignement, le taux d'hémoglobine qu'on doit toujours voir, le taux de globules blancs, parce que plus ils sont élevés, plus ça traduit une certaine inflammation qui augmente le risque de thrombose de stent, et puis la fonction rénale. Donc, des éléments aussi simples permettent déjà de savoir est-ce que votre patient est à haut risque hémorragique ou pas. Ces scores ont été utilisés, mais malheureusement, quand on regarde, là je vous ai mis un certain nombre d'études qui ont comparé des stratégies d'APT et des études qui ont comparé des stents premières avec des stents de deuxième génération. Ce qui est problématique avec toutes ces études, c'est qu'ils ont étudié des définitions de saignement très variables. Le plus souvent, c'est des définitions de saignement selon le score TIMI ou le score Gusto qu'on a utilisé depuis une trentaine d'années. Mais maintenant, les études les plus récentes ont finalement retenu la définition BARC, qui est actuellement la seule définition acceptée pour toutes les études à venir pour définir, parce que quand on utilise des définitions variables, bien sûr, on sort avec des résultats variables qui ne permettent pas des comparaisons claires entre les études. C'est la raison pour laquelle, je vous rappelle, c'est quoi une définition BARC? BARC maintenant, c'est très simple. Les saignements inquiétants, c'est les saignements de type 3 ou 5. 5, bien sûr, c'est un saignement qui a occasionné malheureusement le décès du patient. Et le type 3, c'est un saignement assez important. Soit il a entraîné une déglobulisation d'au moins 3 grammes d'hémoglobine, soit il y a eu un saignement dans un organe critique,
comme une hémorragie intraoculaire, hémorragie intracrânienne ou tamponnade, etc. Donc, les autres saignements de type 2, par exemple, ça reste un saignement probablement moins de 3 grammes, mais quand même, il nécessite une intervention médicale, mais qui n'est pas si grave que ça. Ou alors type 1, c'est-à-dire un petit échymose qui ne nécessite rien du tout. Donc, il va falloir toujours classer selon cette classification. Et puis, à partir du score BARC, un consensus d'académiciens a mis en place un score nouveau qui est actuellement le plus en vogue pour définir le vrai haut risque hémorragique, en se basant sur des items simples. C'est l'âge, la fonction rénale, la fonction hépatique, par exemple, les antécédents de saignement, est-ce que le malade est sous AOD, est-ce qu'il a déjà une anémie, est-ce qu'il a un taux de plaquettes faible, etc. Et la particularité, c'est ce score maintenant, il est disponible partout sur tous les smartphones. Et dès que le patient a soit un critère majeur ou 2 critères mineurs, on parle d'un risque hémorragique élevé, c'est-à-dire un risque d'avoir un saignement BARC 3 ou 5, plus de 4%, ou un saignement intracrânial, plus de 1%. Voilà les items du score HBR qu'on va utiliser le plus souvent, que je vais vous montrer à travers quelques cas cliniques comment en pratique on peut l'utiliser. Et l'avantage de ce score aussi, c'est qu'il vous permet d'avoir un diagramme pareil et mettre votre patient soit du côté du risque ischémique qui prévaut ou du risque hémorragique qui prévaut. Ainsi, la troisième stratégie à laquelle on va venir, c'est celle de soit raccourcir, faire une de-escalation. On en a parlé dans pas mal d'études. Je n'ai pas pu me permettre de ne pas vous présenter l'étude STAP2 rapidement. STOP-DAP2 a été présenté il y a maintenant 2 ans. Et en prenant des patients syndrome coronarien ou pas, on a montré que mettre simplement du clopidogrel avec aspirine pendant 1 mois et puis continuer simplement avec de l'aspirine, elle fait aussi bien qu'une double antiagression plaquettaire pendant 12 mois sans un risque hémorragique plus élevé. Mais quand on s'intéresse uniquement au syndrome coronarien aigu, cette stratégie, bien sûr, elle ne marche pas. MasterDAPT aussi, qui a au jour d'aujourd'hui la seule étude qui a inclus que des patients à haut risque hémorragique, selon la définition que je viens de montrer. Quelle que soit la stratégie qu'on va utiliser, ça va être que des hauts risques hémorragiques, chez qui on a utilisé un stent particulier, l'Ultimaster, et on a démontré dans cette étude de façon claire que une stratégie avec une double antiagression plaquettaire pendant seulement 1 mois, et par la suite on continue avec le P2Y12, fait aussi bien que la double antiagression plaquettaire avec un risque hémorragique plus faible. Donc il est intéressant à considérer, d'autant plus que les patients inclus dans l'étude, c'est que des patients à haut risque hémorragique. Donc comme vous le voyez, pas plus de thrombose de stent, pas plus d'infarctus par rapport aux patients qui ont eu une double antiagression plaquettaire plus importante. Par contre, il y a moins de saignements, même chez les patients qui étaient sous anticoagulants oraux. Et dans cette étude, le P2Y12 qui a été utilisé le plus souvent, c'est le clopidogrel, mais on le comprend puisque ça a été utilisé pour les patients qui n'étaient pas en syndrome coronarien aigu. Pour les syndromes coronariens aigus, on a utilisé bien sûr du ticagrelor ou du prasugrel. Alors, l'étude OST-EXAM dit à peu près la même chose. Et les bêta-analyses qu'on a au jour d'aujourd'hui de toutes pratiquement ces études prouvent que le raccourcissement de la double antiagression plaquettaire en gardant un P2Y12 marche aussi bien sur les MACE que sur le saignement. La même méta-analyse, on l'a maintenant en 2021 pour démontrer qu'une stratégie de 1 mois à 3 mois, c'est ça ce qu'on va retenir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, avec les choses que j'ai dit au début, avec les stratégies actuelles dans la cardiologie interventionnelle, c'est-à-dire il faut s'assurer que votre malade a eu un cathétérisme optimal et avec un stent de nouvelle génération, on peut se permettre de réduire la double antiagrégation plaquettaire de 1 mois à 3 mois sans problème. Et d'ailleurs, les guidelines, en tout cas, commencent déjà à l'inclure. Pour les patients à faible risque hémorragique, on peut aller à 12 mois, mais on peut aller aussi à 3 mois avec l'étude Twilight et continuer qu'avec le P2Y12. Avant d'entamer les cas cliniques, je veux rappeler simplement que la notion de pré-traitement, c'est-à-dire un syndrome coronarien aigu, on ne le met que sous aspirine, on donne ni ticagrelor ni clopidogrel, on laisse tout ça pour la salle de cathé, c'est la stratégie qu'on adopte aujourd'hui.
Les 3 cas cliniques que je vais présenter pour finir vont illustrer mon propos. Le premier, c'est un homme de 72 ans diabétique, mais qui a eu déjà des antécédents d'hémorragie digestive il y a 2 ans, sur laquelle on a diagnostiqué une angiodysplasie colique. Vous savez que c'est quand même une anomalie assez fréquente aujourd'hui quand on fait des colonoscopies. Donc il a eu un traitement médical pour ça, mais ça reste quand même un antécédent d'hémorragie qu'il faut en tenir compte. Le patient a eu un syndrome coronarien aigu, donc stratégie invasive dans les 24 heures, et on trouve une sténose serrée de l'IVA et de la CX moyenne à distale. Il a eu bien sûr 2 stents, le résultat paraît optimal. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'a pas eu de pré-traitement, aspirine seule, et en salle de cathé, on a donné une dose de charge. On va dire, est-ce qu'on choisit le clopidogrel ou le ticagrelor ici? Et si on veut choisir, bien sûr, on va évaluer le risque. Le risque ischémique du patient, il est clair. Le patient a un syndrome coronarien aigu, il est diabétique, il a une maladie rénale chronique modérée, et on a mis un stent d'une certaine longueur au niveau de l'IVA. Et par rapport à son risque hémorragique, on utilise le score Precise DAPT, il est élevé, donc le patient est à haut risque hémorragique. Et quand on utilise le score HBR, vous voyez que quand même le risque ischémique prévaut par rapport au risque hémorragique. Dans ce cas-là, la stratégie a été de le mettre sous ticagrelor. Et le ticagrelor, on va le garder en bithérapie pendant 1 mois. Et on fait une de-escalation vers le clopidogrel à 3 mois. Et on laisse par la suite le clopidogrel seul jusqu'à 6 mois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la de-escalation planifiée. C'est-à-dire, on sait que le patient est à haut risque hémorragique. On a quand même commencé par un P2Y12 puissant, qui est le ticagrelor, mais on l'a planifié, étant donné qu'il a haut risque hémorragique, d'arrêter ou de baisser du ticagrelor vers le clopidogrel au bout d'1 mois ou 3 mois, selon les patients. Et il y a aussi la de-escalation réactive, qui tout simplement veut dire que j'ai mis une double association plaquettaire quelconque et j'ai remarqué par la suite que le patient a eu un saignement. Je n'ai pas le choix. Si c'était un P2Y12 puissant, je vais baisser vers un moins puissant. Si c'était du clopidogrel, je serai obligé de passer à une monothérapie. Le deuxième cas, c'est celui d'une femme de 75 ans diabétique qui a eu déjà un AIT, donc elle a été mise sous AVK, AIT sur ACFA qui est paroxystique, et maintenant elle fait de l'angor prolongé, etc. Donc c'est un syndrome coronarien aigu, avec ce qu'on appelle donc avec des antés qui paraissent négatifs. Vous connaissez ce syndrome. En faisant la choro, bien sûr, on voit que l'IVA elle est très serrée, donc on fait un stent en respectant bien sûr la bifurcation. Et remarquez les taux qu'elle a, cette patiente, un taux de globules blancs à 9000, donc un petit peu élevé. Les troponines sont élevées dans le syndrome coronarien aigu à haut risque. La fonction rénale est normale. Et heureusement, son taux d'hémoglobine, il est bon. Il est plus de 11. Donc, on peut déjà dire qu'elle est probablement à risque hémorragique faible, à risque hémorragique faible, étant donné ces éléments. Mais quand on utilise les scores, le score Precise DAPT parle plutôt d'un risque hémorragique élevé, et quand on utilise le HBR, on voit que le risque hémorragique prévaut par rapport au risque ischémique. C'est normal, cette patiente est sous anticoagulants oraux, on s'attendait à ça. Donc la stratégie serait certainement pas de relais avec héparine, mais prendre le malade directement en salle de cathé en utilisant une voie radiale, et bien sûr utiliser du clopidogrel à la place du ticagrelor, et utiliser ça pendant 1 mois de trithérapie, et passer par la suite à clopidogrel anticoagulant, de préférence un AOD, et continuer le clopidogrel pendant 3 mois à 6 mois, et laisser l'apixaban seul après 6 mois. Dernier cas clinique, c'est une dame de 68 ans qui a eu un anstémie, mais un anstémie grave puisqu'il est en BAV 2/1. Et donc cette patiente est là comme facteur de risque hémorragique. Vous voyez l'hémoglobine qui est à 11, donc on considère qu'elle est anormale. Elle a une fonction rénale altérée, modérément altérée, mais remarquez aussi, elle a une aomie, l'artériopathie du membre inférieur. Normalement, elle augmente le risque ischémique. Donc on est entre 2 situations difficiles. Déjà, le fait d'avoir un BAV ne nous autorise pas à utiliser du ticagrelor. Plus les patients ont des troubles de conduction sévères, plus il faut éviter le tica. Donc là, on a déjà une première contre-indication au ticagrelor. Mais il va falloir quand même utiliser les scores pour savoir est-ce que la double injection plaquettaire avec le clopidogrel devrait être d'1 mois ou plus.
Alors voilà la coronarographie du patient, donc une IVA qui est normale et surtout c'était une lésion au niveau de la coronaire droite qui a été stentée. Donc pas de ticagrelor ici, on utilisera du clopidogrel et vu le risque ischémique qui prévaut par rapport au risque hémorragique, la DAPT a été maintenue pendant 6 mois. On peut aller jusqu'à 1 an en fonction du malade, selon sa tolérance et continue par la suite de préférence avec le PDY12 seul par rapport à l'aspirine. Donc, en guise de conclusion, mon propos, c'est de signaler que les complications hémorragiques, ce n'est pas quelque chose de bénin. Et à l'ère de la cardiologie interventionnelle moderne, où on a moins de MACE, moins de thrombose de stent, les complications hémorragiques commencent à prendre de l'ampleur et deviennent importantes à considérer. Et il faut surtout donc identifier les patients HBR rapidement par un score approprié. Et pour ceci, il y a des stratégies de raccourcissement de DAPT qui permettent de maîtriser ou de mettre en balance ce risque ischémique avec le risque hémorragique. Et je vous remercie.